Alors, Monsieur le Consul général de Grèce à Genève, Monsieur Christian Marbach, auteur de l'ouvrage de ce soir, Monsieur Claude Gondard, l'illustrateur du livre de ce soir, Monsieur Philippe Moiroux, qui est l'éditeur du livre de ce soir. Quand on parle de Grèce, on parle aussi souvent d'archéologie, donc professeur Fachard qui est avec nous aussi. On a Madame Frey des Unions des Français de l'étranger. Et bienvenue à tous à cette soirée qui est le fruit d'une longue collaboration qu'on a voulu faire avec Polytechnique. Donc Dufour étant polytechnicien, on s'est dit que ce serait pas mal que Polytechnique s'intéresse à l'un des siens, et peut-être, d'ailleurs je rencontre la présidente demain, des X de Suisse. Donc polytechnicien, c'est les X pour les gens qui ne sont pas dans le cœur de l'info. On rencontre cette dame pour voir si éventuellement les X de Suisse ne tiendraient pas leurs assises à la Maison Dufour, chez l'un des leurs, qui nous ferait grandement plaisir. Et donc, il y a quelques années, on a eu la chance d'avoir Christian Marbach qui est venu visiter cette maison du général Dufour, et on s'était dit que ben voilà, c'était une bonne occasion de louer les liens avec la SALIX, la Société des Amis de la Bibliothèque de X, dont il nous dira un petit peu toutes les arcanes de l'école polytechnique. Et à cause du Covid, malheureusement, ça ne s'est pas fait. On a eu de la peine à passer les frontières pour se rencontrer. Et donc, Christian Marbach a décidé de porter ce projet à lui tout seul. Et donc, il accouche ce soir des 7 chats du général Dufour. Alors au départ, je me suis dit, tiens, 7 chats, alors tout de suite, le psychorigide suisse-allemand que je suis a été consulté pour voir si Dufour avait vraiment des chats. Je me suis dit, mais quelle idée saugrenue de mettre des chats pour parler de la vie et l'œuvre de Dufour. Et en fait, j'ai trouvé que l'approche était assez subtile, parce que quoi de mieux qu'un chat qui est sur vos genoux, qui entend tout, et qui rapporte comme ça des histoires qu'il a entendues à l'intérieur même de la famille. Et donc, l'idée était pas mal, et comme le titre est un petit peu trompeur, j'ai demandé à Jean-Jacques Langendorf, qui est le biographe du général Dufour, d'écrire la préface de ce livre, ce qu'il a fait avec plaisir. Et donc ce soir, nous aurons la possibilité de le dédicacer, et Christian Marbach sera là pour le présenter. Et j'ai mis au milieu des présentations de Christian Marbach deux musiques. Un qui est lié à Céline de Polytechnique, l'Ode à Vanneau, et le deuxième c'est un petit, puisqu'on a la chance d'avoir un peu de Grèce parmi nous ce soir, d'avoir quelques images de notre séjour qu'on a eu à Corfou, avec une musique grecque et une musique aussi en français. Voilà, ben, sans plus tarder, je passe la parole à notre invité, et je les remercie d'avoir fait le déplacement pour nous en parler ce soir. Merci Marc d'abord, merci pour votre accueil. Merci pour ces 3 années de soutien à peu près continu, parfois dans la dialectique, mais tout à fait continu pour que notre projet puisse aboutir. Je vais donc effectivement ce soir vous parler de Dufour, en mettant l'accent sur un des aspects qui sont peut-être les plus mal connus, en tout cas en Suisse. En France, tout est mal connu de Dufour. En Suisse, tout est bien connu de Dufour, mais peut-être pas sa présence polytechnicienne, peut-être pas son format polytechnicien, peut-être pas ce qu'il a appris et qui il a rencontré et qui il a vu et ce que sont devenus de ses amis de Polytechnique. Donc je vais vous parler de ceci. Je diviserai mon exposé en 2 parties. Donc la première c'est Dufour et l'école polytechnique, la deuxième c'est Dufour et les chats. Autrement dit, il y a une espèce de symétrie qui est ce qu'elle est, qui vaut ce qu'elle vaut. Les polytechniciens ne sont peut-être pas contents, les chats le sont sûrement, entre une présentation de Dufour au milieu des polytechniciens et l'autre de Dufour au milieu des chats. Ces 2 exposés, ou cet exposé, sera structuré le long de quelques 55 illustrations. La plupart ont été réalisées par Claude Gondard, ami depuis maintenant une trentaine d'années. Il a illustré un certain nombre de livres, il a en particulier illustré un livre
7 ans qui s'appelle Portrait de polytechnicien et qui a présenté en France un certain nombre de portraits d'X qui sont depuis 1794 jusqu'à maintenant. Gondard a commencé sa carrière dans la marine, il appelle le DIX, et puis ensuite le génie maritime. Il s'est également occupé de son vignoble à Pouilly, où il est puissé. Il s'est surtout occupé ensuite de développer et de faire en sorte que ses qualités artistiques soient reconnues. Il est devenu médaillé, il est devenu artiste, il a fait je ne sais combien de médailles, je crois quelques 300, beaucoup avec la Monnaie de Paris. Marc, au nom de Claude et au mien, pour les salons du four, un petit exemple de travail. Merci infiniment. Voilà, donc vous avez déjà ça. Donc ces médailles représentent bien sûr, puisque les INJC représentent bien sûr des polytechniciens ou des fondateurs de polytechniques, j'y viendrai tout à l'heure. En ce qui me concerne moi-même, je n'ai pas été au départ un historien ou un écrivain. J'ai toujours aimé l'histoire. Mon père était professeur d'histoire géo dans un collège. Ça m'a toujours beaucoup intéressé de savoir ce qu'il faisait, de discuter avec lui. J'ai discuté avec lui quand j'étais plus grand sur ce qu'était la vérité historique, qui est quelque chose de pas évident. J'ai discuté avec lui sur la manière dont les biographes traitaient les héros de l'histoire, et ça c'était pas non plus facile. Et donc tout ceci m'a toujours intéressé, ce qui fait qu'après être rentré à Polytechnique, j'ai d'abord fait un certain nombre de choses pour l'administration de l'entreprise, essentiellement dans le domaine de l'innovation, mais aussi dans le domaine de l'offshore pétrolier. Et puis en 1994, 200 ans donc après la créature de l'école, on m'a demandé de coordonner l'ensemble de toutes les manifestations préparées pour le bicentenaire de l'école polytechnique. On m'a demandé ça, je crois, essentiellement parce que j'avais été pendant quelque temps le président de la Cité des sciences et de l'industrie, c'est-à-dire le grand bazar de la Villette, que certains d'entre vous connaissent, les autres, il faut qu'ils y aillent, bien sûr. Et là, j'avais un petit peu, disons, appris ce qu'était la manière de communiquer sur un certain nombre de domaines difficiles. Alors, toujours, c'est pas non plus un domaine difficile pour communiquer, mais quand même, le bicentenaire, c'était déjà plus compliqué, donc j'ai essayé d'expliquer ce qu'était le bicentenaire, ce qu'était Polytechnique, etc. Voilà, je vous propose maintenant, par conséquent, de passer après ça à mon premier chapitre, l'école polytechnique en 1800. Cette fiche que vous ne voyez pas très bien, est une fiche qui est l'agrandissement du registre matricule de Guillaume-Henri Dufour. Chaque élève qui arrive à l'école polytechnique, au début, mais ça a duré très très longtemps, est inscrit sur un registre matricule. Celui-ci, en 1807, il a donc été fait à la plume d'oie, et vous voyez un certain nombre de renseignements. Vous voyez sa date de naissance, vous voyez son lieu de naissance. Je suis désolé, je pense que vous ne le voyez pas. Son lieu de naissance, qui est Constance, ce qui est en Suisse, en Europe, etc. Oui. Vous voyez ensuite l'adresse de ses parents, qui est Laubagny. Alors Laubagny, c'est Laubagny, bon, vous ne savez pas ce que c'est. C'est une toute petite commune près d'Annecy. À cette époque-là, Laubagny était en France, département du Mont-Blanc, je crois. Mais Laubagny, en fait, c'est le château de Montretier, qui a été l'une des résidences des Dufour, en particulier la résidence terminale des parents des Dufour. Le Dufour en a été le propriétaire pendant un certain temps avant de le revendre. Donc ceci, c'est Montretier. Donc vous avez ici un Suisse qui annonce à l'école polytechnique que ses parents habitent à Montretier, c'est-à-dire, bon, c'est pas Genève, on ne parle pas de Genève. Ceci, c'est le collège du Navarre. Quand il est rentré à l'école, donc en 1807, il ne rentre pas dans le premier bâtiment polytechnique, il rentre dans le second. En 1794, la première promotion est rentrée dans un bâtiment qui est aujourd'hui la résidence du président de l'Assemblée nationale.
c'est l'hôtel de Lasset. En 1794, quand ils sont rentrés, les tout premiers X, ils allaient donc faire leurs études là. Ils écoutaient leurs professeurs, mais ils n'étaient pas hébergés là. Ils étaient hébergés chez des bons citoyens. On voulait d'ailleurs que ce soit des citoyens républicains au-dessus de tout soupçon. Donc ils avaient une espèce de bed and breakfast pour ça. Mais quand Bonaparte est devenu consul, quand il a vu qu'est-ce qu'étaient les polytechniciens, donc d'ailleurs il était très content quand il les a emmenés en Égypte, quand il a vu ça, il s'est dit, ces jeunes gens, ça chavite un peu trop, le soir on ne sait quand ils sont, et il a décidé de les mettre ensemble dans une espèce de bâtiment qu'il a fait restaurer, qui est le collège de Navarre, qui était situé au sommet de la montagne Sainte-Geneviève, donc près du Panthéon actuel, n'est-ce pas, près du Panthéon, et cet établissement était un établissement d'enseignement pour des aristotes, vraiment de haute naissance, jusque vers 1790-91. Ensuite, il a été, bien entendu, confisqué, saccagé, squatté, et puis repris en main, restauré donc, à partir de 1807, et il est devenu l'école polytechnique, donc 1804 par là, 4 ou 5, et il est resté séjour. Il est resté le lieu de l'école, comme vous le savez, jusqu'en 1976, avant que l'école polytechnique ne déménage à Palaiseau, donc au sud. Les élèves n'ont pas beaucoup aimé. Un petit polytechnicien de Colmar qui s'appelle Attalin, que j'aime bien parce qu'il dessine bien et parce qu'il est ancien, a dit avec ses parents qu'on nous en caserne. Il avait fait le concours. Et puis, ayant fait le concours, il s'aperçoit que ce n'est pas du tout la vie parisienne libre qu'on lui offrait, mais que c'est une caserne. Et en 1794, à la succession de ce que nous avons appelé les pères fondateurs, que nous allons appeler, et qui sont là, alors, dont certains sont là. Les pères fondateurs de l'école polytechnique, ce sont d'une part des grands savants, des professeurs, des hommes politiques. Ici, il y a en plus une flagornerie, c'est qu'on a mis Bonaparte en haut. Bon, Bonaparte n'a pas été le père fondateur de l'école polytechnique, contrairement d'ailleurs à ce que croient encore beaucoup de Français. Au dernier 14 juillet, un journaliste de très haute réputation, présentant le défilé, dans lequel, vous le savez, les polytechniciens sont en tête, n'est-ce pas? Ils marchent en tête du défilé quand même, c'est normal, hein, entre guillemets. Eh bien, il disait Napoléon a créé l'école polytechnique. Napoléon a modifié une école polytechnique qui existait en lui apportant, modifiant certains caractères et lui apportant d'autres caractéristiques. J'y reviendrai sans doute tout à l'heure. Vous avez quand même là des gens, il y en a au moins deux que vous connaissez. Il y a Monge, bien sûr, qui est l'icône de l'école polytechnique, mais celui-là, j'en parlerai tout à l'heure, mais plutôt 3 fois qu'une. Et puis il y a aussi Lazare Carnot, qui était, disons, l'organisateur de la victoire quand il y a eu des guerres contre les assiégeants, contre les envahisseurs. Lazare Carnot, qui est un homme, qui fut un homme tout à fait remarquable, plus républicain d'ailleurs que bonapartiste, plus républicain en tout cas que royaliste, ce qui fait que il s'est mis complètement à l'écart sous l'Empire du point de vue politique, parce qu'en 1804-1805, il a refusé de rentrer dans un système qu'il estimait dictatorial. Et puis, il est venu défendre la France de nouveau en 1814, et puis ensuite, il a été exilé en Allemagne, où il est mort à Magdebourg. Donc, les pères fondateurs ont des gens qui avaient un certain nombre d'idées qui étaient assez fondamentales. Et je vais revenir sur ces idées en vous faisant en fait, non pas la description de ce qu'était l'école, mais en insistant sur quelques caractéristiques de l'école, ses objectifs fondamentaux, ses modifications, etc. Les objectifs fondamentaux de l'école, c'est l'enseignement supérieur pour la création d'une élite dans le domaine de l'armée d'un côté et de l'administration civile de l'autre. Ceci se faisait par la voie scientifique, donc c'était un enseignement de nature scientifique et technique, pas uniquement, et ceci se faisait en liaison avec d'autres enseignements qui devaient suivre. Donc on rentre à Polytechnique après un concours, mais revenons d'abord à l'enseignement,
c'est, disons, c'est du haut de gamme pour ce qui était la science à cette époque, 1794, et ça s'est efforcé, avec plus ou moins de succès, de rester toujours du haut de gamme pendant 200, maintenant plus de 220 ans. Cet enseignement, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est en gros, c'est compter, entre guillemets, c'est-à-dire la science d'abord, et puis lire et écrire. Enfin, ce sont les fondamentaux. On croit souvent que l'école polytechnique, c'est d'abord fait pour des scientifiques, bien sûr, c'est tout à fait exact. On n'apprend pas uniquement à causer, mais l'école polytechnique veut aussi que ses élèves sachent écrire. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas, mais enfin, toutes les écoles veulent que leurs élèves sachent écrire et n'ont pas plus de succès en général. Et puis l'école polytechnique veut aussi que ses élèves sachent lire, c'est-à-dire avoir une certaine culture générale. Comment rentre-t-on à l'école polytechnique? C'est par une sélection. Cette sélection a pris plusieurs formes. Tout au début, c'était une sélection de type complètement inventée et totalement orale, disons missionnaire. C'est-à-dire que Monge, avec ses collaborateurs, avec les gens qu'il connaissait, avec les autres professeurs de l'école de Mézières, qui était l'école du génie à ce moment-là et qui a un peu servi de prototype à l'école polytechnique, est allé parcourir la France entière et a demandé, par toutes les voies de l'époque, et a demandé qu'on lui présente des jeunes gens intelligents, non seulement avec la tête pleine, mais avec la capacité d'apprendre et d'apprendre toujours plus, c'est-à-dire avec la capacité d'apprendre et la capacité de travail, et puis bien sûr avec des sentiments républicains. Et dans tous les textes, on disait bien, dans les textes, c'était un critère essentiel. Bon, ce critère a changé peu à peu et maintenant on l'oublie, hein, je crois, en tout cas, quand on présente l'école polytechnique, on ne le demande pas. Ce concours de 1794 était donc complètement oral. Il est ensuite peu à peu devenu écrit, et puis il est devenu ensuite, disons, complètement structuré par des coefficients, par des options. Enfin, nous sommes aujourd'hui dans une évolution assez complexe, ce qui fait qu'on ne sait plus toujours très bien. Quand quelqu'un vous dit qu'il est à l'école polytechnique dans tel ou tel domaine, on a un petit peu du mal parfois à l'inscrire. L'école polytechnique, le concours est quand même quelque chose d'assez étonnant. Moi j'aime beaucoup les histoires qu'on raconte à propos du concours de 1794, qui est le tout premier, mais il y avait encore des épisodes de ce genre ensuite. Vous avez un jeune homme qui est tout jeune, qui s'appelle Poisson, par exemple, qui est devenu ensuite un mathématicien célèbre, en particulier dans le domaine des statistiques, forcément. Qui se présente professeur, qui doit être, je crois que c'est le frère de Monge, de Gaspard Monge, et puis on interroge sur la géométrie, c'est très bien, sur la jet, c'est très bien. Bon, maintenant, dit le distributeur, je vois ce que vous savez en analyse, et Poisson dit, citoyen examinateur, je ne connais rien à l'analyse parce que je n'ai pas eu le temps d'apprendre. Mais je vous promets que d'ici 2 mois, puisque l'entrée de l'école est dans 2 mois, je vous promets que je saurai tout sur peut-être un programme. Une autre lui a dit, nous sommes pareils, tout à fait vraisemblable, que vous sachiez tout à ce moment-là. Je ne sais pas si on essaye encore des opérations comme ça, en Sciences Po peut-être, donc voilà, alors combien d'élèves à l'école polytechnique? La première promotion était tout à fait exceptionnelle, parce qu'il y en avait plus de 300. Dans toutes les autres promotions qui ont suivi jusqu'à l'époque du Dufour et ensuite, pendant à peu près 30 ou 40 ans, c'était entre 100 et 150. Ce qui fait que quand Dufour rentre à Polytechnique, il y a eu à peu près 1500 polytechniciens avant lui. C'est pas énorme. Mais ça suffit déjà pour former une véritable communauté. Et aujourd'hui, comme vous le savez, aujourd'hui, il doit y avoir 55 000 élèves qui sont rentrés. Aujourd'hui, les promotions sont de 500, 400 français, une centaine d'étrangers. Ces étrangers ont un concours un peu différent, parce que c'est souvent un concours sur dossier, et pas un concours essentiellement écrit à l'entrée, et essentiellement écrit à l'entrée avec des oraux à Paris. Voilà, je fais une parenthèse sur les étrangers.
étrangers, il y en a de beaucoup de pays. Il y en a de Suisse. Bon. Alors je ne compte pas Dufour dans les étrangers suisses, entre guillemets, puisque à cette époque-là, Genève était considérée comme une terre française, il a fait le concours comme tous les Français, et il était français. Mais quand on regarde aujourd'hui dans les statistiques, bien entendu, on le met dans les étrangers, on met Dufour, on met Rieux, qui est de la promotion juste avant lui, 1806. On met de Saussure, qui est, je crois, un neveu de l'alpiniste de Saussure, un Sarrazin, etc. Il y en a un certain nombre. Moi, je suggère à Marc de monter une opération de présentation des polytechniciens suisses, parce qu'on trouvera vraiment des gens vraiment intéressants. Rieux lui-même, d'ailleurs, a été très proche, non pas proche de Dufour physiquement ou par l'état d'esprit politique, mais en fait, il est évident que des gens habitant l'un à Lausanne, c'était Rieux, aussi il est né à Genève, et puis l'autre à Genève, travailler ensemble dans le domaine politique, ayant fait ensemble une carrière de type militaire, que ces gens-là se connaissent, parlent ensemble, et en particulier, ils ont eu une intervention, à mon sens, qui a été importante, lors de l'épisode de la demande d'expatriation de Louis-Napoléon de la Suisse. Petite parenthèse purement historique, Louis-Napoléon, qui a été, comme vous le savez, le neveu de Napoléon Ier, ayant monté un coup d'État quelque part, je pense à Strasbourg, il a Cloiret, a été condamné, il s'est enfui, il est revenu, et puis quand il est revenu, il s'est mis en Suisse. Pourquoi est-ce qu'il est revenu en Suisse à ce moment-là des États-Unis? Et il est revenu parce que sa maman était malade, la princesse Hortense. Et la France a pris la mouche, il a dit monsieur a été condamné chez nous, il faut m'expatrier. Et il y a eu un débat et une crise assez forte au niveau diplomatique, parce que personne ne voulait aller plus loin au niveau diplomatique. Et là, Dufour et Rieux surtout ont intervenu auprès de l'ambassadeur de France qui, à cette époque-là, était un certain Lannes de Montebello, le fils du maréchal Lannes, d'un côté, et un polytechnicien lui aussi. Donc on était vraiment là entre nous. J'ai donc parlé maintenant de la sélection. Je vais vous parler un tout petit peu de l'enseignement. Il y a eu un débat qui continue vraiment sans arrêt. Est-ce que l'école polytechnique doit être une école scientifique ou est-ce que ça doit être une école technologique? Est-ce qu'on doit apprendre aux gens les fondamentaux de la science ou est-ce qu'on doit leur apprendre les utilisations de la science? Dans le langage de l'époque, à l'époque de Dufour, on disait déjà il y a l'école de Monge, comme Monge l'avait en tête, c'est-à-dire la technologie, et puis il y a l'école de Laplace, c'est-à-dire plutôt la science. C'est pas un débat tout à fait nul, ça a quand même conduit parfois à la clarification des relations entre l'école polytechnique et ensuite les écoles d'application qui suivent normalement polytechnique, par exemple le génie pour Dufour. Encore un mot peut-être qui peut vous intéresser. Est-ce que les élèves payaient leurs études ou est-ce que c'était gratuit? C'est un sujet important. Ça a été pour Dufour, ça a été pendant 200 ans. Et c'est un sujet qui est continuellement en discussion dans l'école, comme d'ailleurs dans d'autres écoles nationales de ce type. Au début de sa création, l'école était gratuite. Elle était complètement gratuite. Et on était très content de pouvoir dire que le fils d'un petit paysan de Cézanne, le fils d'un artisan d'ailleurs, pouvait rentrer à l'école polytechnique, n'avait rien à payer, était pris en charge, etc. Donc Bonaparte est arrivé, ça c'est l'une des modifications qu'il a faites. Il a très très vite demandé que les engagements pris par les élèves soient réels. Et puis ensuite il a demandé qu'ils payent. Alors, pendant les 2 siècles, cette histoire a duré, elle continue d'ailleurs. Je sais que quand les gens que je connais ont passé par l'école, ils se posaient toujours la même question. Est-ce qu'il faut payer uniquement les études ou est-ce qu'il faut payer uniquement les études et le bed and breakfast? Enfin, qu'est-ce qu'il faut payer vraiment? Ou bien, autre question, si on ne paye pas, sur quoi faut-il s'engager? Donc, je suis rentré à l'école polytechnique, je ne payais rien. Mais je me suis engagé à faire 10 ans dans la fonction publique, soit comme militaire, soit comme civil. Et ceci, c'était la grande majorité des élèves, et tous les niveaux des élèves faisaient ça, et
trouvais ça relativement moderne, normal. Voilà. Après le perturbateur, on va passer à Vauban. Juste un mot pour Vauban. Alors, Vauban, bien entendu, même les gens qui ne savent pas l'histoire savent que c'est un petit peu avant l'école polytechnique. Vauban est une icône. C'est une icône pour l'école polytechnique. C'est surtout une icône pour les gens qui sont dans le génie, c'est-à-dire dans l'arme que Dufour a choisi. C'est une icône parce que c'est quand même le grand génie, lui, le génie du génie, comme on disait. C'est quand même l'homme qui a apporté à la construction et fortification des éléments tout à fait majeurs. Et puis, comme il faut que rien ne se perde et que tout se perde, c'est aussi lui qui a apporté dans la stratégie de destruction de ces mêmes fortifications, qui est tout à fait majeure. Moi, je trouve tout à fait curieux de sur lui-même, qu'il soit chargé d'un côté de construire au mieux, et puis de préparer un tas de choses. Et d'ailleurs, à Corfou, c'est encore les dessins de Vauban. Et puis ceux qui, en même temps, sont chargés de les évoluer. Donc Vauban est une véritable icône, pas seulement pour des raisons techniques, mais aussi pour des raisons politiques. Vous savez que Vauban, vers la fin de sa vie, a beaucoup œuvré, autant qu'il le pouvait face à Louis XIV, pour que la France révise son système fiscal, pour que l'impôt ne pèse pas simplement sur ceux qui n'ont pas d'argent. Après Vauban, Monge. Bon, je vais juste vous parler de trois professeurs, parce que ce n'est pas la peine que je vous dise nos sources. Tous les savants, absolument, tous les professeurs ont été au début de très grands savants, des vrais savants dans tous les domaines. Et quand que ce soit Monge, Laplace, Dupont, Moreau, etc., ce sont vraiment été des gens impeccables. Monge a été l'un d'eux, et il a été l'un d'eux dans un domaine qui est le domaine de la construction, dans le domaine du génie. Monge, vous savez, un fils de bourgeois, peut-être même pas, de Beaune, qui ensuite, comme il connaissait bien ces domaines, est monté à l'école de Mézières, c'était l'école spécialisée dans le génie. Puis ensuite, comme il avait des sentiments réputés entre guillemets, il est monté à Paris, il est devenu jacobin, comité de salubrité, création d'écoles, etc. Il était devenu ensuite complètement fanat de Bonaparte, qui lui a demandé de l'accompagner pendant la campagne d'Italie, et puis ensuite pendant la campagne d'Égypte. Il est ensuite resté adorateur de Napoléon, tout le temps. En 1814, il était malheureux comme tout. Pour les 100 jours, alors là, il était fou de bonheur. Il commençait vraiment à devenir vieux parce qu'il n'avait pas bien compris ce qui allait se passer. Ce qui fait qu'en 1815, à la chute de Napoléon, il a connu une fin extrêmement douloureuse, qui a quand même permis aux polytechniciens, aux élèves en particulier, de faire un geste qui a beaucoup marqué à ce moment-là. On leur avait interdit d'aller accompagner le cercueil de Monge au Père Lachaise. Ils avaient obéi très sagement, ça devait être jeudi. Et le dimanche, ils ont fait une manif absolument formidable au Père Lachaise. Monge est le grand homme. Monge est rentré au Panthéon d'ailleurs en 1989. Donc, raison, c'est la géométrie descriptive. La géométrie descriptive, c'est à la fois de la géométrie et du dessin. Le dessin est quelque chose de tout à fait important à l'école polytechnique. Au début, il a été extrêmement important. Il est resté longtemps. Du temps du Fourneau, qui était d'ailleurs déjà très bon en dessin vraiment très vite. Il a perfectionné son dessin, aussi bien du dessin de type géométrique que du dessin de type d'après-nature. Son professeur de dessin, qui s'appelait Neveu, était lui-même un élève de David, donc c'était pas n'importe qui. Et moi j'ai fait dans mon livre l'hypothèse que Dufour, grâce à Neveu qui organisait des visites, allait visiter l'atelier de David. Ampère. Bon, Ampère, tout le monde connaît Ampère. Ampère était à Lyon en 1794, il était jeune. Malheureusement, il n'a pas pu passer le concours parce que pour des raisons politiques, comme Lyon était complètement sous la domination, entre guillemets, paraît-il, des royalistes, ce n'est pas vrai, et que Fouché avait décidé que c'était une ville de réactionnaires, on a interdit aux examinateurs de Polytechnique d'aller à Lyon en 1784. Donc, alors, Ampère, en plus, son père a été guillotiné. C'était un gigant, un
physicien que vous connaissez tous, hein. Ne serait-ce qu'à cause du bonhomme Ampère, avec ce petit bonhomme qu'on met sur un fil électrique, et puis quand tu regardes à droite ou à gauche, le courant magnétique est à droite, à gauche, bon. Qui est-ce qui a appris ça, là, d'autres personnes? Le bonhomme Ampère? Ah, il y en a quand même quelques-uns. Voilà, vous connaissez le bonhomme Ampère, mais vous ne connaissez pas l'histoire du chat d'Ampère. L'histoire du chat d'Ampère, mon père était aussi un monsieur extrêmement discret. Il avait plein de qualités, mais il était très très discret et il avait un petit appartement à rez-de-chaussée, quelque part du côté des arènes de vitesse à Paris. Et puis il avait deux chats, un grand et un petit. Et il a demandé, et puis il en avait assez parce qu'il travaillait, il écrivait ses équations. Et puis continuellement ces chats l'embêtaient, soit pour rentrer, soit pour sortir. C'est-à-dire qu'ils allaient à la porte, qu'ils miaulaient, qu'ils montaient sur ses papiers, qu'ils renversaient ses encriers. Alors il a appelé un menuisier en lui disant, bon écoutez, c'est pas possible, quelque chose, il y a un trou. Alors le menuisier dit, vous voulez une chatière? Oui, c'est ça comme ça, on vous a dit. Oui, d'accord, mon père va faire ses cours à Polytechnique. Et puis le soir, il revient avec une chatière. Et le menuisier est là, elle est belle, hein, elle est belle. Et mon père lui dit, ah oui, mais elle est belle pour le grand chat, mais le petit, comment il va faire? donc ça c'est Ampère, mais Ampère c'est quand même Ampère. Ampère fait partie de cette liste de professeurs qui, en quelque sorte, a succédé à la liste initiale. Au début, c'était donc les fondateurs et les pères fondateurs, parce que tous étaient professeurs. Peu à peu, ce sont les élèves, meilleurs élèves de l'IX qui sont devenus des professeurs, ou répétiteurs, ou instructeurs, comme on disait. Et puis ensuite, peu à peu, on a commencé à se dire qu'après tout, il y avait aussi des gens intelligents ailleurs, et on a fait rentrer des gens qui n'étaient pas simplement des polytechniciens. Le troisième professeur que je vais vous montrer, c'est Andrieux, qui est très très peu connu, c'est un académicien de l'Académie française. Andrieux a été nommé professeur de français. Dufour en parle dans ses petits mémoires. Rieux, l'autre fils de la 1806, en parle dans ses mémoires. Tous les deux en parlent avec extrêmement de respect, parce qu'ils disent ce monsieur nous a vraiment ouvert les horizons de façon absolument extraordinaire sur ce qu'est la façon de lire et la façon d'écrire. Alors Andrieux, bon, a priori, personne ne sait très bien ce qu'il a écrit, il a plein de pièces de théâtre, il a écrit quelques poèmes, mais il était vraiment un professeur tout à fait exceptionnel. Moi, j'ai lu un livre qu'il avait qui s'appelle L'art d'écrire, qui était d'ailleurs en gros ce cours de Polytechnique. Il commence par des évidences qui aujourd'hui sont parfois totalement oubliées. Et il disait il faut que nos ingénieurs sachent écrire. Parce que comment peuvent-ils s'expliquer avec les autres ou avec leurs clients s'ils savent écrire? Il faut que nos officiers sachent écrire. Parce que comment peuvent-ils raconter la manière dont se passe une identité qui devrait se passer normal s'ils ne savent pas écrire? Et ce genre de vérité, Dufour l'a bien apprise, bien connue. Dufour a ensuite été remarquablement, je crois, noté pour la façon dont il écrivait. Plus avec le cœur et pas seulement avec le style. Et bien entendu, la fameuse lettre qu'il envoie à ses soldats et surtout à ses officiers au second tour, elle répond clairement à cette volonté de convaincre par un discours. Les élèves à ce moment-là, c'est donc une communauté qui fait à peu près 1500 personnes déjà, qui en fera 150 de plus chaque année jusqu'à la fin, donc en 1815. Et c'est une communauté qui s'est signalée en communauté et dans des opérations intéressantes, dans des opérations qui ont pesé et qui ont été bien connues, disons, de la France et de tous les gens qui s'intéressent. Il y a eu l'aventure d'Égypte, vous le savez, l'expédition d'Égypte, 40 polytechniciens qui accompagnent Napoléon Bonaparte pour aller en Égypte, pour aller y faire la guerre quand il le faut, mais surtout pour faire de la cartographie, pour aller repartir les dessins, aller dessiner les ruines égyptiennes, etc. Et puis ensuite, avec la réalisation de la description d'Égypte, le grand succès de cette opération, beaucoup plus que la campagne militaire. Donc,
Ça, c'est pour l'expédition d'Égypte. Il y a eu ensuite une opération importante, la défense de Paris en 1814. Il y avait en 1814 l'invasion de la France par l'étranger. Et au moment où ils arrivent tout près de Paris, il y a des polytechniciens qui vont dire, ceux de l'école, qui vont dire à leur général, on ne peut pas faire ça, il faut faire quelque chose, il faut se défendre. Et le général dit, écoutez, faites pour le mieux. Les polytechniciens vous allez à la barrière du trône, quelque part du côté de la place de la nation aujourd'hui. Et vous défendez Paris de ce côté-là. Plusieurs cités, ils ont été à peu près une cinquantaine. Ils ont, de toute façon, assez curieuse d'ailleurs, c'est intéressant. L'un des officiers qui les a aidés à s'installer a été ensuite le père du génie de donc, ce sont des gens, c'est pas n'importe qui, hein, les soldats, les X qui sont occupés à ce moment-là sur la barrière du trône. On trouve des gens comme Carnot, on trouve, non pas Lazare, mais son fils Satie, le grand physicien. On trouve des gens comme Enfantin, le philosophe saint-simonien. On trouve des gens comme Guimer, etc. Bon, ce sont vraiment des gens. Donc ça a beaucoup marqué aussi. Ça a beaucoup marqué la population parisienne. Ce qui a ensuite marqué la population parisienne, c'est évidemment 1830. Les polytechniciens ont pris un rôle vraiment majeur, parce que beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'étudiants qui voulaient se battre, n'avaient absolument aucune idée de la manière dont on charge un fusil, dont on tire, dont on s'installe. Il fallait peut-être mieux se coucher dans certains cas, une fois qu'on avait tiré, et qu'il nous fallait une minute pour remettre une balle, pour remettre, etc. Donc 1830 a été un grand épisode pour les techniciens, entre guillemets, sauf pour le pauvre Panot qui est mort. Ensuite, il y a eu 1848, aussi, 1848, où là aussi, les techniciens ont joué un rôle important, avec notamment Fraissinet qui a servi d'ordonnance, entre guillemets, à Lamartine pendant cette révolution. Donc ça, c'est une première idée qu'on peut se faire sur l'image des polytechniciens à cette époque. La deuxième image, c'est évidemment lisant des livres, parce que l'image des polytechniciens s'est aussi formée, non pas simplement par ce qu'il y avait d'excellents scientifiques, et en particulier des gens qui faisaient de la politique aussi comme Aragon, mais elle s'est aussi forgée à partir de la manière dont les grands écrivains ont parlé des polytechniciens. Et là, il y en a deux qui sont absolument incontournables. Il y a Stendhal. Il y a Stendhal qui écrit Lucien Leven, qui met les polytechniciens dans pratiquement tous ses romans, qui sont des romans à peu près contemporains. Stendhal lui-même, d'ailleurs, avait commencé à préparer le concours de Polytechnique. Et quand il est monté à Paris pour passer un oral, il s'est dit non, quand même, non. Et puis il a préféré partir dans les services de l'intendance, comme il savait de l'armée. Donc ça, c'est Stendhal. Et puis ensuite, il y a Balzac. Balzac, mais un peu partout aussi du polytechnicien. Balzac qui était le beau-frère d'un polytechnicien qui a fait les ponts. Dans le curé de village, qui est un roman qui a dû sortir en 1831, c'est un roman tout à fait intéressant qui raconte la rédemption d'une femme qui a trompé son mari, elle mari est mort, quelqu'un mort, je peux vous la raconter, mais elle est trop longue. Toujours est-il qu'elle a tellement d'argent, cette femme, parce qu'elle a hérité de son mari, qu'elle ne sait pas quoi faire de cet argent, et le curé du village, qui lui sert de directeur de conscience, parce qu'elle a l'impression d'avoir besoin de ce sang et de savant, eh bien, le curé lui dit non, faites quelque chose avec votre terrain, allez donc chercher le jeune Gérard, alors Gérard c'est le nom de famille, Grégoire c'était son prénom, allez donc chercher Grégoire Gérard, qui est polytechnicien et ingénieur des ponts, qui s'ennuie ici, et qui n'a plus envie, c'est de vous expliquer comment, avec la source qui est à tel endroit, avec le type de sol qui est à l'autre, etc., on peut faire de votre terrain quelque chose d'absolument exceptionnel. Et toute une partie du roman est consacrée à l'interrogation de ce Gérard, de cet ingénieur des ponts. Donc, en gros, un clone du beau-frère de Balzac, qui était polytechnicien, et qui était lui aussi passé par une tentation dont je reparlerai, c'est la tentation de partir aux États-Unis en
1815, énormément de polytechniciens qui étaient déçus, soit par ne pas avoir la République, soit par ne plus avoir Napoléon. Beaucoup ont été tentés par une aventure de la nation. Vous avez donc là le tableau de la croix, et ça c'est le détail du tableau de la croix. Pourquoi je vous ai montré le tableau de la croix? C'est parce qu'il y a un polytechnicien, vous le voyez ou pas? Oui. Bon, écoutez, c'est l'essentiel. On voit parfois que le tableau de la croix, c'est une belle femme qui tient un drapeau, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un certain nombre de signaux, un certain nombre d'indications. Le centenaire de la création d'école, c'est donc 1894. Le président de la République est Sadi Carnot. Ce coup-ci, c'est pas le même que le physicien. C'est la troisième génération après Lazare, la deuxième génération après Lazare. Lazare, Sadi et puis l'autre Sadi. Ce président de la République, donc, est un type de grande qualité morale et technique, a été assassiné. Lui qui a présidé aux manifestations du centenaire de l'école polytechnique. Et pour ce centenaire, il y a eu ce livre du centenaire qui a été édité, 1700 pages, qui donc, à cette époque, 1700 pages, hein, moi j'en ai fait beaucoup moins que je me suis occupé de ça, qui donc présente je ne sais combien de polytechniciens dans absolument tous les domaines. Dans un chaos de corps brisés, Paris est cassant. De par les ruelles enfumées, combattent ses enfants. Les cris du peuple sous les canons appellent un
après cet instant de musique, l'explication de X, donc voilà, le terme de X, il ne désigne les polytechniciens que depuis à peu près 1870-75. Avant, on disait les polytechniciens, ou bien je ne sais quel autre type de parole. À partir de 1875, tout petit peu, on parle de X. Ce qui veut dire qu'un livre qui porte sur Dufour ne devrait pas comprendre le terme de X. Bon, mon éditeur m'a dit, tu comprends, polytechnicien, 14 lettres, c'est pas possible, etc. Tu mets X le plus souvent possible. Alors, je dis, bon, je mets X. J'ai oublié, mais en plus, c'est vraiment aujourd'hui, les X pour la communauté des X, ce sont des X. Employer le terme X est donc un anachronisme que je confesse. J'ai fait, je crois, très peu d'anachronismes dans mon livre. Marc était toujours là pour me corriger la chronologie, je ne crois pas avoir fait beaucoup. Quant en ce qui concerne le comportement des chats, je peux vous garantir qu'ils ne mangent pas de croquettes Nestlé, qu'en fait ils mangent des souris ou des sardines. Le seul anachronisme que j'ai failli faire, mais là aussi j'ai été bien guidé, j'ai appelé mon ami Gilles, là, et je lui ai dit, écoute j'hésite, est-ce qu'on dit dans ton pays 80 ou 80? Et il me répond, il dit ni 80 ni 80, on dit 80. Alors je dis, zut, alors si c'est pas pile ou face, mais si c'est 3 à la fin, alors j'appelle mon préfacier, Langendorf, dont je parlais tout à l'heure, parce que ça vaut comme la peine que j'en parle, et Langendorf a été très sympa, lui. Mais non, mais Dufour disait 80, évidemment. Dufour, il savait parler français. Et il me dit, d'ailleurs, il y a un article de je ne sais quel journaliste de Berne qui dit nous avons enfin un Suisse qui sait parler français, il dit 80. Donc, c'est un anachronisme, je l'ai évité, j'en ai peut-être quelque chose. J'attends la deuxième édition. Portrait polytechnicien, je vais aller très vite sur cette partie parce que j'ai pris un peu de retard. Je voulais vous montrer quelques portraits de polytechniciens de l'époque de Dufour. Ce sont presque tous des gens qu'il a connus, des gens qu'il a fréquentés. Ce sont tous, à mon sens, des exemples intéressants pour voir pourquoi ils ont été dans certains cas exactement dans la situation de Dufour, pourquoi ils ont fait le même type de métier, comment ils se sont vus, etc. Juste un mot sur Malus, qui est un physicien qui a fait l'expédition d'Égypte, un garçon remarquable, malade de la peste, il a failli y rester pendant l'expédition d'Égypte. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'il était examinateur de Dufour, et en particulier examinateur pour les sorties. Dufour raconte ça avec beaucoup de joie, parce que visiblement il avait réussi cet examen de sortie. Il raconte aussi avec beaucoup de joie parce qu'un certain nombre d'X, dont lui peut-être, mais il ne l'avoue pas, avait mis sur porte de la salle où Malus interrogeait Liberanos a malo. Ce qui est, je crois, assez plaisant pour ceux qui savent le latin, évidemment. Et donc, Liberanos a malo, Malus. Bon, Jomard est le grand homme de la description d'Égypte. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui a passé à peu près 30 ans à faire le livre de la description d'Égypte, à partir de tout ce qui a été trouvé en Égypte, fait en Égypte, par tous les polytechniciens de l'Égypte. Voilà pour Jomard. Il faut de temps en temps persévérer dans les choses. Dans un dossier comme celui de la carte, c'est évidemment ce que Dufour a fait. Je suis persuadé, moi, que Dufour a été visiter Jomard, Malus connaissait très bien Jomard, etc. Ensuite, Favier, là, nos amis grecs connaissent Favier. Favier, pour moi, c'est l'un des polytechniciens les plus étonnants, mais si je commence à vous en parler, j'en ai pour une heure. Favier, c'est un guerrier, c'est un combattant. Il a combattu à peu près sur tous les terrains depuis son entrée à l'X 1802, en France. Ensuite, comme il était napoléonien, ou en tout cas démocrate, mais certainement pas royaliste, il s'est fâché, etc. Et puis il est rentré dans le mouvement Philhellène, et dans ce mouvement Philhellène, il a joué un rôle capital, dont je reparlerai peut-être un tout petit peu après, quand j'arriverai à Corfou. Bon,
Bombardier n'a rien à voir avec Corfu, mais il a à voir avec Capodistri, là, bien sûr, puisqu'il a proposé organiser une armée. Favier est, quand j'étais à Nopli, j'étais très content, d'une part, de voir là-haut des remparts qui ont été faits sur les pensées de Vauban, dans Pallonafrion. Ensuite, de voir un grand monument avec une stèle qui raconte merci aux philhellènes français. Je suppose que les Suisses, ils en font partie, bien sûr. Et puis là, il y avait le nom de Favier sur la stèle. Et puis ensuite, devant une petite église, une plaque pour la mort, pour parler de la mort de Capodistria qui a été assassiné là-bas. Donc, moi, Favier, je trouve que c'est un type absolument, absolument formidable. J'espère que vous ne me pas. Arago, c'est encore plus formidable. Arago, c'est tout. Hein. C'est la science et la politique. La politique avec beaucoup de pragmatisme, c'est-à-dire, c'est pas le gars qui dit je vais mettre le bazar partout tout de suite, dépêchez-vous, etc. C'est le type qui va vers la démocratie avec énormément de. En faisant des pas les uns après les autres, ce qui fait que quand il arrive au pouvoir, c'est-à-dire quand en 1848 il est élu, c'est le meilleur élu de tous les députés de 1848, quand il arrive au pouvoir, c'est lui qui pendant quelque temps exerce les fonctions pratiquement de chef de gouvernement. On lui doit la suppression de l'esclavage, avec Schulcher, enfin c'est lui qui était ministre et qui a tout monté, qui a lancé les opérations. On lui doit aussi, et ça c'est peut-être important après tout, même si les femmes n'étaient pas encore dans le coup, on lui doit aussi la promotion du suffrage universel en France. Hein, donc, suffrage demi-universel, disons, pour être correct, politiquement correct. Bon, Fresnel c'est presque un ami du fou, un ami très proche. Il y a trois frères Fresnel qui sont techniciens. Le premier, il était officier, il est mort en Espagne, assez vite, dans la guerre. Je vous signale d'ailleurs à ce propos que 33 des 140 élèves de la promotion du Four sont morts pendant les guerres de Napoléon. Donc c'est quand même, les guerres sont quand même dangereuses. Voilà. On ne fait pas seulement recueillir des médailles, comme disait Dufour. Ah, je suis à Dufour, je m'ennuie et je n'ai aucune chance d'avoir une médaille ici, je reste là, parce que mes copains ils sont en Russie, etc. Bon. Donc, Fresnel, ça c'est le premier, il meurt en guerre. Le deuxième, c'est le grand Fresnel, le grand physicien, celui qui a inventé un tas de choses sur la lumière, et puis qui a fabriqué des lentilles Fresnel, c'est-à-dire qui a monté la technologie permettant la généralisation des phares et des phares efficaces. Et puis quand il est mort très jeune, lui, alors de la tuberculose, assez vite, c'est son petit frère qui, alors lui, était l'ami de Dufour, avec qui il correspondait beaucoup. Et ce troisième a été le grand ordonnateur de la construction des phares en France, c'est-à-dire la construction, le dessin, la conception, la désignation de tous les phares en France. Ça a été une opération qui s'est conduite pendant des décennies, une opération qui avait à la fois la volonté politique et le substrat technologique. Donc Crozet, c'est presque du fou. Hein. Alors lui, il fait la guerre en Russie, il est fait prisonnier. Au lieu d'être égorgé, il est racheté aux Cosaques par un riche officier russe qui a des grands domaines et qui lui dit « Vous êtes mon prisonnier, je vous ai racheté, vous allez vous occuper de l'éducation des enfants. » Donc ce qui fait que de 1810 à 1815, il s'occupait de l'éducation des enfants. Après tout, il est pire hein, comme prison. Et quand il est rentré en France, il a dit qu'il refusait de travailler pour la monarchie, encore un. Il est parti aux États-Unis. Il a fait beaucoup de travaux, il a pris sur les levées du Mississippi pour installer les premiers trains. Et il a conçu le VMI, le Virginia Military Institute, pour former des officiers de la Virginie. Bon, c'est évidemment un des polytechniciens qui a lui aussi enseigné la géométrie descriptive, comme Dufour, et comme bien d'autres. Bon, Langlois, c'est un peintre, promotion 1806, donc un ancien de Dufour. C'est un peintre qui
lui aussi, 1815, il ne peut plus rester dans l'armée, il est en démission dans les Pays-Bas. Comme il a beaucoup de talent de peintre, il s'installe dans la peinture et il réinvente les panoramas, c'est-à-dire la construction, la fabrication de gigantesques peintures montées à l'intérieur d'un cylindre, et le spectateur est invité à rentrer au milieu du cylindre. Et il a fait comme ça, par exemple, un panorama sur des batailles, beaucoup de batailles en Russie, en Égypte aussi. C'est lui ensuite qui fera un très grand panorama sur la bataille de Solferino. Langlois est un type curieux par son parcours et intéressant. Un très beau tableau qui montre le jeune Lariboisière, polytechnicien, apportant à son frère qui est mourant et qui est tenu dans les bras par son père, par leur père, apportant une médaille parce que Napoléon, ayant appris que le petit Lariboisière était mourant, a décroché sa médaille comme il le faisait, paraît-il, 3 fois par bataille, et a dit au petit frère, cours en vitesse, apporter cette médaille à ton frère, et décore-le, et qu'il m'a pas ennuyé. Donc Lariboisière, le polytechnicien qui lui a survécu, est un homme qui a continué sa carrière militaire jusqu'au moment où il s'est arrêté, qui a fait beaucoup dans le monde associatif polytechnique, ce qui certainement a dû, disons, être connu de beaucoup de polytechniciens, et qui a eu évidemment une célébrité qui n'était peut-être pas celle qu'il attendait au départ. Au départ, il pensait peut-être devenir un grand soldat dont tout le monde chanterait les campagnes et les victoires. En fait, il est devenu célèbre parce que lui et sa femme n'ayant pas d'enfants, il a donné tout l'argent pour agrandir de façon colossale l'hôpital de Lariboisière. Alors les gens qui vont faire l'accueil de Lariboisière, c'est à lui qui leur doit un agrandissement de cet hôpital. Poncelet, là je ne vous montre pas un dessin de Godard, mais je vous montre la première de la revue Sabix sur Poncelet. Poncelet, la même promotion, exactement la même promotion que Dufour, parti en Russie, fait prisonnier à la Bérésina, emmené à pied jusqu'à Samara, alors ça fait des kilomètres, ça fait 1500 kilomètres. Et puis il s'embêtait tellement ensuite dans sa prison, il crevait de froid en plus, qu'il s'est décidé à refaire des maths, et le théorème de Poncelet, etc., etc. Enfin, il est devenu un grand mathématicien, grâce à ses 3 ans d'ermitage mathématique. Il est rentré, il est devenu professeur, enseignant, etc. Donc une carrière, disons, le militaire, le scientifique, le professeur, qui est une carrière du type polytechnicien classique. Vaillant, la même promotion que Dufour aussi. Comme Dufour raconte sa vie au génie, c'est-à-dire à l'école de Metz où on enseigne le génie, il cite 3 ou 4 camarades et il cite et le maréchal Vaillant. Donc, Vaillant fait toutes les guerres tant qu'il a vécu. C'est-à-dire qu'il a commencé par la Russie, l'Allemagne, il a continué par l'Espagne en 1823, il a continué par l'Algérie lors de la conquête entre guillemets de l'Algérie, etc., etc. Et il était l'un des 2 ou 3 patrons de l'armée à Solferino. Vaillant et Dufour se connaissaient. J'invente dans mon livre une petite histoire où Vaillant et Dufour se rencontrent. J'ai fait l'hypothèse que Dufour, qui est un petit peu poussé par Dunant à s'occuper de la Croix-Rouge après les horreurs de Solferino, va se renseigner auprès de Vaillant. Et puis lui dit qu'est-ce que tu en penses, enfin, qu'est-ce que tu en penses. Alors il parle un petit peu de leur histoire. Et puis Dufour lui dit mais je te félicite, le maréchal quand même, c'est formidable. Alors Dufour lui dit mais toi aussi tu devrais être maréchal avec ce que tu as fait lors du Saint-Antoine. Et Dufour lui répond en Suisse le seul maréchal c'est un fromage. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit un anachronisme, mais ça doit être limite. Je ne sais pas quand le fromage du maréchal a été fait. Bon, Carnot, je vous en ai parlé tout à l'heure. Le grand physicien, il a fait 1830.